La psychanalyse confirme et l'écriture comme l'étrification est une fonction nécessaire mais seconde dans le langage. El psicoanálisis lo confirma y la escritura como la letrificación es función necesaria pero segunda en el lenguaje. J'évoque là rapidement ce que Lacan a établi avant 1970. Voy a evocar rápidamente lo que Lacan estableció antes de 1970. Mais il faut croire que ça ne lui a pas paru suffisant. Es preciso creer que esto no le pareció que fuera suficiente. Puisque en 1970, il avance ce qu'il appelle le slogan de la promotion de l'écrit dans la psychanalyse. Porque precisamente en 1970 él plantea lo que llama el eslogan de la promoción del escrito Dans la psychanalyse. en el psicoanálisis. Donc, la lettre n'était pas cette promotion. Entonces la letra no era esta promoción. Et avec ce slogan de l'écrit, il est vrai que Lacan ouvre une nouvelle perspective. Y es verdad que con el eslogan de lo escrito, Lacan abre una nueva perspectiva. Pour la saisir, cette perspective, il faut préciser, je crois, la différence entre écriture, écrit et ce qui s'écrit. Para captar esta perspectiva es necesario precisar la diferencia entre la escritura, escrito y lo que se escribe. Alors, je rappelle d'abord deux formules de Lacan qui sont appelées par le procédé freudien. Recuerdo dos fórmulas lacanianas claves que son dichas a partir del procedimiento freudiano. Un, l'inconscient, ça se lit. Una, el inconsciente se lee. Et la deuxième, il n'y a d'inconscient que des dits. Y la segunda, solo hay inconsciente que de los dichos. Du coup, question pour nous. Qu'est-ce que lire des dits? Lire des énoncés. La pregunta para nosotros es, ¿qué se lee de los enunciados? Des dits, los dichos. De los dichos. Ce n'est pas lire des lettres. Esto no es leer letras. Lire les lettres, on apprend à l'école, avec l'alphabétisation. Las letras se aprenden en la escuela con lo que llamamos la alfabetización, que hay un juego de palabras con alfatontización. L'alpha? Quoi? Vous avez écrit alphabétisation avec les jeux de mots avec bêtises. Avec un accent circonflexe, oui. Voilà. Donc, oui. on peut la traduire por alfatontización y otros lo han traducido como alfa embrutecimiento. Oh, c'est trop, c'est trop. C'est trop? Oui. Vous proposez quoi, Colette? Ben parce que en français, il y a juste un accent circonflexe. Mais ça veut pas dire bête. Qui évoque le bête. Ok. Mais c'est en espagnol es el tonto. Oui, mais en français, le mot reste le même. Si vous le prononcez, l'accent circonflexe ne se voit qu'à l'écrit. Entonces, el acento que tiene en francés la palabra alfabetización solamente se ve al escrito, no se pronuncia, no cambia la pronunciación. Ça ne change pas le mot. Tandis Eso no cambia la palabra. Si vous dites alphatontisation, se cambia. Ça change le mot à l'oral. Donc entonces, en español, si hacemos la traducción al oral, pues obviamente se cambia la palabra. Entonces sería alfabetización, como es la palabra, con este pequeño matiz de algo tonto. Pero es un matiz ligero, está insistiendo Colette. Oui, c'est plus léger que de changer le mot, oui. Alors, lire des lettres,
c'est ce que l'on fait quand on déchiffre. Entonces, leer letras es lo que hacemos cuando se descifra. Mais lire des dits, lire les dits de l'inconscient, Pero leer los dichos del inconsciente ça veut dire qu'on lit autrement leur sens. quiere decir que leemos de otra manera su sentido. Et donc, à partir de ces deux phrases, notre question devient: qu'est-ce qui s'écrit du sens pour qu'il soit à lire? Entonces, a partir de estas dos frases, nuestra pregunta sería, ¿qué se escribe del sentido para que sea para leer? Oui. Alors, vous voyez que dans ces questions, il s'agit toujours de savoir, comme c'était le cas pour la lettre, ce que l'on peut assurer de la permanence de l'inconscient. En estas cuestiones sobre la función de lo escrito, se trata siempre de saber cómo, también lo es para la letra, lo que se puede asegurar de la permanencia del inconsciente. Il faut assurer la permanence de l'inconscient, puisque l'inconscient, ça parle. Hay que asegurar la permanencia del inconsciente porque el inconsciente eso habla. Et donc, comment un inconscient qui parle peut-il commander, c'est l'expression de Lacan, la fonction de l'écriture? Entonces, ¿cómo el inconsciente que habla puede él ordenar esta función de la escritura? Es la expresión de Lacan. C'est donc ma question d'aujourd'hui. Y es mi pregunta para hoy. Mais avant d'entrer dans la question, je fais quelques remarques préliminaires. Pero antes de entrar en esta cuestión, voy a hacer unas apreciaciones preliminares. Je souligne d'abord qu'il ne faut pas confondre ni la lettre, ni l'écrit avec une marque. Subrayo que no hay que confundir ni la letra ni lo escrito con una marca. Il y a des analystes qui ont beaucoup parlé de la marque. Bon, Hay muchos analistas que han hablado mucho sobre la marca. l'écrit, ce n'est pas l'impression, dit Lacan. Lo escrito no es la impresión, dice Lacan. Ce n'est pas non plus la marque première, du type de celle que l'on imprime sur le cuir des animaux. Y tampoco es la marca primera, aquella del tipo con las que se imprime el cuero de los animales. Lacan a évoqué ces marques-là. Lacan evocó estas marcas también. Mais c'était pour dire justement qu'à la différence des signifiants, elles n'étaient pas équivoques. Pero las evocó para precisar que a diferencia de los significantes, estas marcas no eran equívocas. Et il critique, Lacan critique le bloc magique de Freud. Y Lacan critica la pizarra mágica de Freud. Vous connaissez le bloc magique. Le bloc magique, c'est de l'impression. Ustedes conocen la pizarra mágica, allí se trata de la impresión. Une marque, celle du bloc magique, au fond, c'est le creusement d'une matière, d'un solide. Porque una marca, la de la pizarra mágica, es una hendidura en una materia. Et ce creusement, il fixe et il immobilise. Y esta hendidura fija y también inmoviliza. Or, ni la lettre, ni l'écrit n'immobilisent. Y ni la letra, ni lo escrito inmovilizan. Ils fixent, mais ils sont aussi mobiles que les signifiants. Ellos fijan, pero son tan móviles como los significantes. Alors, sur ce point, il faut changer notre modèle mental de la marque. Sobre este punto debemos cambiar nuestro modelo mental sobre la marca.
Alors, autre point, on se précipite généralement à conclure que si Lacan parle de lecture, c'est que l'inconscient, c'est de l'écrit. Y hay otro punto que es, por lo general, nos precipitamos en concluir que si Lacan habla de lectura, es que el inconsciente es lo escrito. Mais non, mais non. Lacan dément, l'écrit n'est pas à lire. Pero no, esto Lacan lo desmiente, lo escrito no es para leer, Tandis que l'inconscient est à lire. mientras que el inconsciente es para leer. Alors je m'arrête à cette étrange formule, l'écrit pas à lire. Me detengo en esta extraña fórmula, el escrito no para leer. Lacan d'ailleurs ajoute un petit quelque chose très important dans la postface. Lacan agrega algo más importante en el posfacio. Il dit l'écrit n'est pas à lire, il dit autre chose. Él dice el escrito no para leer porque dice otra cosa. Par contre, le bouquin du séminaire 11, transcrit du séminaire les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, Pero se lira. Pero al contrario, el libro, el transcrito del seminario 11, los 4 conceptos fundamentales, se leerá. Il se lira parce que ce n'est pas un écrit. Y se leerá porque no es un escrito. Il transcrit, c'est-à-dire qu'il dépose sur la feuille une performance de parole. Él transcribe, o sea, deposita sobre la hoja más bien una performance de palabra. Alors, on pourrait conclure ici, selon la pente qui aspire toujours plus les psychanalystes, que c'est la parole qui est à lire. Podríamos concluir entonces, según la tendencia que aspira siempre cada vez más a los psicoanalistas, que es la palabra la que es para leer. En tout cas, elle n'est pas à lire la parole au sens de lire des lettres. En todo caso, la palabra no es para leer en el sentido de leer letras. A, B, C, D. Ça, c'est seulement le déchiffrage. Las letras A, B, C, D, aquí se trata solamente de desciframiento. Et ça n'a rien à voir avec la lecture des dits. Y no tiene nada que ver con la lectura de dichos. Sauf peut-être dans la Kabbale, où les lettres ont un sens. Mais nous ne sommes pas dans la Kabbale. Salvo tal vez en la Cábala, en donde las letras tienen un sentido, pero lire, c'est le nouveau mot pour désigner l'interprétation. Leer será entonces la nueva palabra para designar la interpretación. Le bouquin se lira en effet. El libro se leerá, en efecto. C'est-à-dire qu'on va lui demander non seulement ce qu'il dit dans sa grammaire, Por lo que vamos no solamente a pedirle lo que él dice en su gramática, mais on va lui demander aussi ce qu'il veut dire, son sens. sino que también le vamos a pedir lo que quiere decir, su sentido. C'est le sens qui se lit, voire qui se lit autrement. Es el sentido lo que se lee de otra manera. Alors, l'écrit pas à lire, il dit autre chose, selon la postface. El escrito no para leer dice, por tanto, otra cosa según el posfacio. Autre chose que le sens. Otra cosa distinta al sentido. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce? ¿Qué es entonces?
on se souvient, n'est-ce pas, des remarques de Lacan sur ce qui est écrit au tableau noir. Il y Nos, revient fréquemment. Ce qui s'écrit au tableau noir comme les lettres de la science. podemos recordar o recordaremos las observaciones de Lacan sobre lo que está escrito en el tablero, especialmente las letras de la ciencia. Leur validité ne dépend pas de la compréhension que tel ou tel en a. Su validez no depende de la comprensión que tiene tal o cual. Et Lacan d'évoquer dans Littérature, par exemple, le meilleur échange qu'il a eu au Japon. Y Lacan evoca, por ejemplo, en Literatura el mejor intercambio que tuvo en Japón. Avec un scientifique japonais qui lui a écrit ses recherches au tableau noir. Pour lui, Lacan, qui n'y comprenait goutte. Este encuentro, este intercambio en Japón fue con un científico japonés que escribía sus investigaciones en el tablero para él, para Lacan, que no comprendía ni jota. Qu'est-ce qu'il dit alors, cet écrit qui est non seulement pas interprété, mais pas même à comprendre? ¿Qué es lo que dice entonces de ese escrito que no solo para no interpretar, sino ni siquiera para comprender? Je me disais, est-ce que c'est si bizarre au fond? Yo me decía si esto sí es tan raro finalmente. Si j'écris au tableau la formule de Newton ou toute Sí. autre formule, Si yo escribo en el tablero la fórmula de Newton o cualquier otra fórmula, que Toto, c'est la figure traditionnelle du cancre en français. que Totó, que es una figura tradicional francesa del mal estudiante, del fracasado. Ouais. Donc, la formule de Newton que Toto, que Lacan évoque dans la postface, ne comprend pas. La fórmula puede ser entonces la de Toto, que Lacan lo evoca en el posfacio, que finalmente no entiende nada. Est-ce que ça empêchera que Toto n'y comprenne rien? Est-ce que ça empêchera la formule d'être valide et d'opérer dans le réel? Que Totó no comprenda nada, eso impedirá, invalidará la fórmula que es válida y operante en lo real. Bon, cet exemple, formule de Newton, est pris dans la science et ça montre surtout qu'en effet, la science, avancée après avancée, parvient à boucher les trous de l'inconnu. Estas fórmulas de Newton son precisamente ejemplos tomados de la ciencia que muestran sobre todo que la ciencia consigue planteamiento tras planteamiento taponar los agujeros de lo desconocido. Mais plus généralement, c'est-à-dire pas seulement dans la science, l'écrit, c'est un réel. Pero por lo general, y no solo en la ciencia, lo escrito es un real. C'est un réel dans la mesure où il est hors sens. Y es un real en la medida en que está fuera de sentido. L'écrit pas à lire, c'est comme une langue sans équivocation. El escrito no para leer es como una lengua sin equívocos. C'est un réel qui ne parle pas, Es un real que no habla, qui, de ce fait, surmonte la Babel des langues. que por ese hecho supera el Babel de las lenguas, Et transcende toute singularité. trascendiendo toda singularidad. Cet écrit, il suspend donc toute lecture d'interprétation.
Ese escrito suspende, por tanto, toda lectura de interpretación, même l'interprétation du dire, incluso la interpretación del decir, parce que le dire, lui, il ne figure pas au tableau noir. porque el decir no figura en el tablero. Alors, l'écrit pas à lire, ce qu'il dit, c'est l'aspiration à l'universel. El escrito Allez-y. el escrito no para leer, dice más bien la aspiración a lo universal, Que la science tente de réaliser. que la ciencia intenta realizar. Et Lacan, vous l'avez lu, tente, évoque ce qu'il pourrait y avoir d'écrit dans son séminaire parlé. Y Lacan, ustedes lo han leído, evoca lo que podría tener allí descrito en su seminario hablado. C'est très clair, n'est-ce pas? Il cherche ce qui, dans la psychanalyse, Es muy pas claro. une science, il cherche ce qui, dans la psychanalyse telle qu'il la pense, La intención es muy clara. Él busca en el psicoanálisis, telle qu'il la pense, tal como él lo ha pensado, et qui n'est pas une science, que no es una ciencia, ce qui peut cependant atteindre à l'universel. eso que sin embargo podría alcanzar lo universal. Universel qui surmonte toutes les différences. El universal que sobrepasa todas las diferencias. Alors, de ce point de vue, l'écrit, le vrai, est en affinité avec la logique. Desde este punto de vista, lo escrito está en afinidad con la lógica. Il est un homologue du mathème Es un homólogo del matema et de la mathématique. y de las matemáticas. L'écrit et la mathématique sont frères sur deux aspects. El escrito y las matemáticas son hermanos en dos aspectos. Par leur hors sens d'abord. Primero, por el fuera de sentido. Et aussi comme produit d'un discours. Pero también como producto de un discurso. C'est l'étourdi, c'est dans l'étourdi que Lacan le précise. Lacan lo precisa en el atolondradicho. La mathématique n'est pas un langage, c'est un discours. La matemática es más que un lenguaje, un discurso. Parce que celle qu'elle produit se renouvelle par le seul effet du dire. Porque lo que produce se renueva por el solo hecho del decir. En tout cas, si on suit Lacan, ce qui se lit d'une lecture qui interprète n'est pas de l'écrit. En todo caso, si seguimos a Lacan, lo que se lee de una lectura que interpreta, esto no es lo escrito. Sur ce point, la postface est catégorique. Sobre este punto, el posfacio es bastante categórico. Alors, je reviens à l'inconscient, qui est ce qui se lit avant tout. Voy entonces a volver al inconsciente, que es lo que se lee ante todo. Il le dit dans Encore, et en plus, le patient est supposé pouvoir apprendre à lire. Él lo dice en Aún. El inconsciente se lee y al paciente se le supone poder aprender a leer, incluso aprender a leer. Et ce sont les dits d'inconscient que nous lisons. Además, son los dichos del inconsciente lo que leemos. Ce n'est donc pas la parole qui se lit. No es entonces la palabra la que se lee. Ce qui se lit, c'est dans la parole ce qui s'entend, à savoir l'inconscient qu'elle véhicule la parole.
No es entonces la palabra lo que se lee, sino en la palabra que se escucha, el inconsciente que ella lleva como un huésped incógnito. comme un hôte, oui, incognito. D'où la phrase de la postface qui dit que dans la parole ne se lit pas ce qu'elle dit. De allí que en la frase del posfacio hay una afirmación de que en la palabra no se lee lo que ésta dice. Il y a donc une distinction très simple entre ce que dit la parole Hay una distinción entonces muy simple entre eso que dice la palabra et ce que dit l'inconscient que sa parole véhicule, que la parole véhicule. y lo que dice el inconsciente que la palabra vehicula, que la palabra lleva. Et donc, dans la parole, on ne lit pas ce qu'elle dit. Entonces en la palabra no se lee lo que ella dice. C'est dans la psychothérapie qu'on lit ce qu'elle dit. Es más en la psicoterapia. Es más en la psicoterapia donde se lee lo que ella dice, no en el psicoanálisis. Et Lacan se moque méchamment de ceux autour de lui qui sont habitués à se flatter de leur écoute. Y Lacan se burla un poco maldadosamente de aquellos que están acostumbrados a jactarse de su escucha. Qui sont habitués à se flatter de leur écoute, de ce qui se dit dans ce qui s'entend. A jactarse de su escucha, de lo que se dice en lo que se oye. Et on sait, certains savent qui il visait, qui était visé. C'était Paula Aulagnier. Paula Aulagnier qui a quitté l'école freudienne au moment de la création du dispositif de la PAS. Entonces, aquí sabemos a quién apuntaba Lacan. Bueno, algunos lo saben, él apuntaba a Paula Aulagnier, que había salido de la escuela a partir del PASE. Bon. Alors, ce n'est pas ce qu'elle dit qui se lit. Eh bien, qu'est-ce que c'est qui se lit? C'est ce qui s'écrit de l'inconscient. Parce que ce qui s'écrit, ce n'est pas l'écrit, pas à lire. Lo que voy a retomar desde un poquito atrás. Allez-y. Entonces, ellos se jactan de lo que se dice en lo que se oye, pero se sobresaltan al descubrir esta sentencia. ¿Qué es? Se pregunta Colette, ¿qué es por lo tanto lo que es para leer, sino lo que se dice? Si no es lo que se dice, es lo que se escribe. Puesto que es lo que se escribe. De l'inconscient. Del inconsciente. C'est ce qui, de l'inconscient parlé, passe non pas à l'écrit, mais à l'écriture. Lo que el inconsciente hablado escribe pasa, no al escrito, sino a la escritura. Vous avez, je pense, la plupart d'entre vous, lu Littérateur. Ustedes lo han leído, seguramente pienso que muchos de ustedes han leído Littérature. Lacan métaphorise ce qui s'écrit. Lacan allí metaforizó lo que se escribe. Il le métaphorise suite à son voyage au Japon. Él lo metaforiza luego de su viaje al Japón. Il le métaphorise par ce qu'il appelle la rature. Y lo metaforiza con eso que él llama la tachadura. Une rature, ça remanie et donc à la fois ça efface et ça conserve. Una tachadura recompone y al mismo tiempo borra, pero también conserva. Ce qui s'écrit, cette expression-là,
connote non seulement la durée, le temps, Lo que se escribe connota, por lo tanto, no solo la duración, el tiempo. on pourrait dire ce qui va s'écrivant dans une Podri- analyse, va Mhm. s'écrivant. Podríamos decir lo que va escribiéndose, Mais ça connote aussi le changement, pero esto connota también el cambio. ce qui n'était pas écrit et qui va s'écrire. Lo que no estaba escrito iba a escribirse. Et là, évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer la perte immense qu'est en littérature, du fait de nos ordinateurs si parfaits, la fin des manuscrits raturés. Aquí no puedo dejar de evocar la pérdida inmensa que se produjo en la literatura a causa de nuestros computadores tan perfeccionados, que implica el final de los manuscritos tachados. Plus de manuscrits, plus de ratures, No mais más manuscritos, no más tachaduras. seulement éventuellement des variantes qui sont tout autre chose. Solamente eventualmente variantes que son algo totalmente distinto. Alors, on peut se demander, je laisse ça comme une question, si la démonstration concernant la rature que fait Lacan dans Littérature, et dont il dit que c'est une démonstration littéraire lui-même, est-elle plus qu'une métaphore? C'est une question. Yo dejo esto aquí como una pregunta, es una pregunta que yo me planteo, que está situada en la demostración que hace Lacan en Literatura. Él plantea que es una demostración como literaria y me pregunto si es más que metáfora. C'est une question. Hein. Esto es una pregunta. La postface ne reprend pas exactement les termes de littéraire. El postfacio no retoma exactamente los términos de Literatura, mais garde cependant une construction homologue. pero conserva, sin embargo, una construcción homóloga. Ce qui est en jeu, on sent bien en tout cas, c'est la visée de l'interprétation. Lo que es son objet. Lo que está aquí en juego, lo percibimos bien, es a lo que apunta la interpretación, su objeto. Ce qu'elle permet, l'interprétation, d'assurer au-delà du midi toujours mouvant de la vérité. Y lo que ella permite, la interpretación, es asegurar más allá del medio dicho, siempre cambiante de la verdad. Et ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas, que dans la postface, Lacan évoque les embrouilles de la vérité. No es casualidad, no es por azar que en el postfacio Lacan evoque los enredos de la verdad. Il les évoque avec la fameuse histoire juive. Pourquoi me dis-tu que tu vas à Lemberg pour que je croie que tu vas à Cracovie alors que tu vas à Lemberg? Vous connaissez ça. Oui, es el ejemplo de por qué me dices, es la famosa historia judía, por qué me dices que vas a, no sé pronunciar la palabra Adenberg, en lugar de decirme que vas a Cracovia. Es el ejemplo que conocemos. Oui, pour que je croie que tu vas à l'autre alors que tu vas bien là où tu as dit. Hein? Attention, c'est plus complexe. Para que yo crea que tú vas al lugar donde vas, cuando... Bon, ¿Me repite el final, Colette? Il faut prendre l'histoire complète, parce que sinon on ne comprend pas. Hay que tomar la historia completa porque si no, no la entendemos. Pourquoi me dis-tu que tu vas à telle ville, Y? Porque me dices tú que vas a tal ciudad, cualquiera, Y. Y. Pour que je croie que tu vas à une autre, X. Para que yo crea que tú vas a otra, X. Alors que tu vas bien à Y.
sabiendo que vas a ir a Y. Donc, vous voyez que c'est plus complexe que... Bon, Es un poco más complejo. cette histoire, pourquoi il l'évoque? C'est pour signifier qu'on ne peut rien conclure à partir des dits de la vérité, des seuls dits de la vérité. Y esta historia, porque la evoca Lacan, es para significar que nada puede concluirse a partir de los solos dichos de la verdad. Et ce n'est pas l'annuaire des chemins de fer qui va dire où il va. No es la guía ferroviaria del recorrido de los trenes la que dirá a dónde va. C'est, dit Lacan, le ticket que la gare délivre. Es más bien el billete, el tiquete que la estación emite. Et qui donne le nom de la destination finale du tracé. Y que da el nombre del destino final del trazado. Vous voyez, pour l'interprétation. Ustedes ven Cibler entonces por la interpretación que apunta le point final. Al punto final. Qui met fin aux embrouilles de la vérité. Que pone fin a los enredos de la verdad. Alors, j'emploie ce terme de tracé sciemment. Le tracé, c'est plus que trace. Y yo empleo este término de trazado a sabiendas porque el trazado dice más que la traza. Plus que canal ou que rail, qui sont des termes que Lacan emploie. Dicen más también que la carrilera o el riel, que son términos que Lacan también utiliza. Tous ces termes désignent un vecteur orienté. Y que designan un vector orientado hacia. Mais tracé, ça connote en plus l'élément dynamique, c'est-à-dire ce qui pousse vers. Y trazado connota más bien el elemento dinámico, lo que empuja hacia. Alors, ce qui est à lire dans les dits d'inconscient d'une psychanalyse, c'est ce qui s'écrit du tracé du dire de la demande. Je me suis un peu perdue dans les textes. On recommence alors. Dans une psychanalyse, ah non, ça y est, oui. Ce qui s'écrit, qui est à lire, à interpréter donc, c'est le tracé du dire de la demande. En un psicoanálisis, lo que se escribe y que es para leer, para interpretar, es el trazado del decir de la demanda. Du dire, je souligne le dire, pas des dits de demande, le dire de demande au singulier. El decir de la demanda, eso es lo que estoy señalando. Ce tracé, il se fait par l'insistance plutôt, de ce que la demande cherche à obtenir. Este trazado tiene que ver con la insistencia de lo que ella busca. Il se dessine, je peux dire qu'il se dessine par l'insistance de ce que la demande cherche à obtenir. Este trazado se designa por la insistencia de lo que la demanda busca obtener. À savoir, un plus de jouir. A saber, el plus de gozar. Et donc, c'est le tracé du désir supposé au dire de la demande. Es el trazado del deseo supuesto a ese decir de la demanda. De la demande transférentielle. De la demanda transferencial. Qui suit le rail creusé par l'objet A comme manque.
que siguiendo el riel cavado por el objeto A que falta, comme manque, como falta, et qui va vers un plus de jouir. y que va hacia un plus de gozar. Voilà donc ce qui, selon Lacan, dans ce texte, est à interpréter, à lire. Esto es entonces en este texto lo que para Lacan es para interpretar en la palabra, Ce n'est pas ce qu'elle dit, la parole, ce que ne no sont es lo que ella dice, la palabra, ce ne sont pas ses significations, mais nous- ce qui s'écrit par l'insistance du dire qui, dans l'analyse, est demande. Entonces en la palabra para interpretar, que no es lo que ella dice, sino sus significantes, sino lo que se escribe por la insistencia de su decir, que en el análisis es demanda. Oui, ce n'est pas ce qu'elle dit, ce ne sont pas ses significations. Lo que ella dice no son significación. No. ¿Traducimos significación por significantes o por sentido? Ricardo, si me ayuda. Significación no es ni significante ni sentido. Es significado. Tercer término. Significado. Le signifié, il est double. Il comprend les significations. Les significations sont grammaticales. Las significaciones son gramaticales. Et il comprend en plus le signifié, il comprend le sens qui n'est pas grammatical. El significado también, el significante también implica el sentido que no es gramatical. Donc, ce qui est à interpréter dans la parole. Entonces, lo que es a interpretar en la palabra, vamos a retomar. Ce n'est pas ce qu'elle dit, ce ne sont pas les significations. No es lo que ella dice, no es el significado, la No, significación. Voilà, no son las significaciones. Mais ce qui s'écrit par l'insistance du dire qui est demande dans l'analyse. Sino lo que se escribe que es insistencia del decir en el análisis. Ça s'écrit donc dans le signifié. Y esto se escribe en el significado. À la place même du sens du désir. En el lugar inclusive del sentido del deseo. Lacan, dans ce texte, dit ça s'écrit comme, je cite, la stance par en dessous. La stance par en dessous. Je sais pas comment ça a été traduit en espagnol. Estancia por debajo. Voy a leer toda la frase. Entonces, eso se escribe en el significado, en el mismo punto del sentido del deseo. La estancia, esta es una cita de Lacan, estancia por debajo, dice el texto. Debajo de la cadena de lo significante. Et lo que se escribe, entonces, pardon, ce qui s'écrit, c'est donc de la jouissance et précisément un plus de jouir. Lo que se escribe entonces es goce, un plus de gozar. Alors, je cite plus largement la phrase de Lacan. Voy a citar un poco más ampliamente la frase de Lacan. L'objet A. El objeto A. Ici, il faut entendre l'objet A comme manque. Como falta. C'est lui le rail par où vient au plus de jouir. Allez-y, traduisez. El objeto A, entendido como falta, es el riel por donde llega al plus de gozar. Ce dont s'habite, voire s'abrite la demande à interpréter. Aquello con lo que se habita y aún se abriga la demanda para interpretar. Autrement dit, grâce à la puissance causale de l'objet A,
Dicho de otra manera, gracias a la potencia causal de este objeto A, le désir qui habite la demande est orienté vers le réel d'une jouissance. gracias a la potencia causal de este objeto, el deseo que habita la demanda es orientado hacia lo real de un goce. Et il n'y a pas d'exception à cet égard. Tout désir va vers un plus de jouir. Y no hay excepción a este respecto. A este respecto, todo deseo va hacia un plus de goce. C'est ce que l'on méconnaît souvent. Et il faut dire qu'il y a diverses configurations possibles, mais pas d'exception. Esto lo desconocemos a veces y a veces hay diferentes configuraciones, pero no hay excepción. Et voilà enfin situé sous la variété des objets divers de l'appétence, objets sexuels inclus, la fonction de l'objet qui ne manque pas, l'objet substantiel, l'objet jouissance. He aquí entonces finalmente situado bajo la variedad de los objetos diversos de la apetencia, el objeto sexual incluido, la función del objeto que no falta, el objeto sustancial, el objeto de goce. Oserais-je dire la cause seconde du désir, puisque le manque est situé par Lacan comme la cause première. Me atrevería a decir la causa segunda, puesto que la falta tiene que situarse como causa primera del deseo. Dans Radiophonie, Lacan avait logé ce plus de jouir dans la métonymie du langage. En radiofonía, Lacan había alojado esta metonimia lenguajera del goce. Mais là, il précise que dans la métonymie, c'est la stance en dessous, dans le Y signifié. es aquí donde él precisa que es una instancia por debajo de la cadena del significante. Ce qui s'écrit dans un effet d'écriture, en quelque sorte. Eso que se escribe con un efecto de escritura de alguna manera. Mais, comme il l'avait déjà dit dans Littérature, Pero como él ya lo había dicho en Literatura, il faut que pleuve la parole d'interprétation es necesario que llueva la palabra de interpretación pour que de sa rature se détache en quelque sorte cet objet plus de jouir. para que de su tachadura se desprenda de alguna manera este objeto plus de gozar. Alors, dire que ça s'écrit, hein, on lit ce qui s'écrit, c'est une façon de désigner non seulement la constance sans trêve de se dire de demande transférentielle, Decir que eso se escribe es una manera de mostrar no solo la constancia sin tregua de este decir de la demanda transferencial, mais aussi le caractère irréversible des effets de l'interprétation sur cette demande. sino también el carácter irreversible de los efectos de la interpretación sobre la demanda. Ces effets de l'interprétation, l'étourdit, les situe en termes de changement topologique. Estos efectos de la interpretación que el atolondradicho aproxima en términos de cambios topológicos, Produits par une coupure qui détache l'objet en question. producidos por un corte que desprende el objeto en cuestión. Alors, la demande transférentielle peut cesser de s'écrire. Entonces, la demanda transferencial puede cesar de escribirse. Raturée qu'elle sera,
par ce qui s'en est écrit dans l'analyse. tachada como será por lo que se escribe de ello en el análisis. Comme je l'ai dit, on peut demander si ce sont là plus que des métaphores. Y entonces nos podemos preguntar, como lo dije, si se trata de algo más que metáfora. Mais une chose est sûre, c'est que l'enjeu, c'est d'affirmer que l'analyse est finie irréversiblement. Pero si algo es seguro, es que la apuesta es aquella del análisis terminado irreversiblemente. Et avec la question de savoir si elle peut produire ce que j'ai appelé un désirant nouveau. Y con la pregunta de si este puede producir lo que yo llamé un nuevo deseante. L'idée est donc que la passe à l'analyste qui clôt l'analyse est une passe unique. Por eso puedo decir que el pase al analista que cierra el análisis es un pase único. On parle parfois des passes multiples dans l'analyse. Hablamos a veces de pases múltiples en el análisis. Et on s'autorise de Lacan qui a dit la passe toujours recommandée. Y nos autorizamos de Lacan que dijo el pase siempre empezado de nuevo. Mais quand il a dit cette phrase, il n'a pas ajouté dans la psychanalyse. Pero cuando él dice esta frase, él no agregó en un psicoanálisis. Pour la psychanalyse, il a même dit exactement le contraire. Para el psicoanálisis, él dijo incluso exactamente lo contrario. Heureux les cas où passe ratée. Felices los casos donde el pase falló. Car si elle n'est pas ratée, mais qu'elle a été mal passée, c'est irréversible. Porque si ha sido fallido, si no ha pasado, pues esto es irreversible. Quand elle n'est pas ratée, qu'elle est passée par la mauvaise voie, celle d'être adoubée par une autorité, c'est fini. Cuando no ha fracasado, cuando pasó por la mala vía, que es la de ser reconocido en una posición, pues ahí se acabó. Par contre, la passe est toujours recommencée dans tous les domaines où il y a construction de savoir. Sin embargo, el pase será siempre recomenzado en todos los dominios donde hay una construcción de saber. Qu'il s'agisse du savoir clinique dans la psychanalyse, ya se trate de un saber, ou scientifique dans la science. Ya se trate de un saber clínico en el psicoanálisis o de un saber científico en la ciencia. Et on pourrait parler des passes de la science, sans difficulté. Podríamos también hablar de los pases en la ciencia sin dificultad. Le seul discours, il n'y a pas de passe au savoir, mais plutôt le sommeil de la raison perpétuée, c'est l'universitaire. El único discurso donde no hay pase al saber, sino más bien el sueño de la razón perpetuado, es el discurso universitario. Et celui du maître qui ne veut rien du savoir, mais seulement des produits du savoir. Y el discurso del amo, que no quiere saber, sino solamente sus productos. Alors, dans notre champ, il s'agit de la production du psychanalyste lui-même. En nuestro campo se trata de la producción del psicoanalista mismo. Dans cette passe unique. En este pase único. Et c'est toute la différence avec l'effet thérapeutique. Aquí radica la diferencia entre el efecto terapéutico. L'effet thérapeutique, il corrige les empêchements du désir de l'analysant. Este efecto terapéutico corrige los impedimentos del deseo del analizante. Mais il ne produit pas un autre désir inédit qui change l'être du sujet.
y no produce un deseo diferente, inédito, que cambia el ser mismo del sujeto. L'effet thérapeutique lève les entraves névrotiques du désir et ça n'a rien de subversif. Ça Sí. corrige juste un peu l'inadaptation du névrosé. El efecto terapéutico levanta las trabas neuróticas del deseo y esto no tiene nada de subversivo, corregir esa inadaptación neurótica. Alors, produire un autre désir est une autre affaire. Mientras que producir un deseo diferente es otro asunto. Il faut bien se demander comment est-ce possible, pensable, la production d'un autre désir. Y tenemos que preguntarnos cómo es esto posible, la producción de otro deseo. Je crois qu'il faut distinguer le désir comme effet et le désir comme origine. Yo creo que hay que distinguir el deseo como el efecto del deseo como origen. Nous sommes habitués à l'idée du désir effet de langage. Nosotros estamos acostumbrados un poco al deseo como efecto del lenguaje, Qui soustrait l'objet cause. Bien. que sustrae el objeto causa. Mais le désir qui supporte le dire hors langage, le dire Pero, qui existe au langage, ce désir est tout le contraire d'un effet. pero el deseo que sostiene el decir fuera del lenguaje, que existe al lenguaje, es todo lo contrario de un efecto. Il est un événement Y es más acontecimiento. et comme tel indéductible. Y como tal es indeducible. Alors qu'il insiste ou qu'il fasse défaut, Que él insista o que esté en defecto, le désir qui supporte le qu'on dise el deseo que sostiene el que se diga, il est hors programme, está fuera, existentiel, está fuera del programa existencial. donc rebelle à toute prévision. Y es por tanto rebelde a la previsión. Et Lacan l'a appliqué au désir de l'analyste, Lacan lo aplicó al deseo del analista, du moins après la proposition de 67. por lo menos después de la proposición del 67. Parce que jusqu'à l'étourdi, jusqu'à la proposition de 67 incluse, Porque hasta el atolondradicho y hasta la proposición del 67, incluyéndola, il posait plutôt que l'analyse poussée à son point de finitude produisait l'aptitude à l'acte qui fait l'analyste. porque hasta este punto él pensaba que el análisis empujado a su punto de finitud suponía producir la aptitud para el acto que hace al analista. Que l'analyste en use ou pas d'ailleurs, professionnellement. Que el analista lo use o no profesionalmente. Ça situait l'analyste pouvant s'autoriser de lui-même comme un effet prévisible de l'opération analytique. Esto situaba al analista pudiéndose autorizar de sí mismo como un efecto previsible de la operación analítica. Et on pouvait penser que l'analyse, une fois accomplie, venue à son point terminal, le sujet était censé, comme il le dit, savoir être objet, sicut palea. Podríamos entonces pensar que el análisis, una vez llevado a cabo y llegado a su punto de finitud, se supondría que el sujeto sabe ser objeto, sicut palea. Et puis, on voit un changement. Il a changé d'avis. Ça se lit dans la note italienne. Y luego Lacan cambia su punto de vista. Esto
lo vemos con la nota a los italianos. Et jusqu'à la préface à l'édition anglaise du séminaire 11, qui est le dernier texte sur la passe. Desde la nota a los italianos hasta el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, que es el último texto sobre el pase, dont nous ne disposons d'ailleurs, je vous le fais remarquer, que depuis 2001 de ce texte. Avant, il n'était pas diffusé. que les señalo pues que solamente disponemos de él, desgraciadamente, desde el 2001, con la publicación de los otros escritos. Antes no lo teníamos. Et on voit que ces textes permettent de situer ce que j'ai appelé une analyse orientée vers le réel, tout autant que le désir. Y con este texto, este texto nos permite situar lo que yo he llamado un análisis orientado hacia lo real, al igual que con el deseo. Dans ces textes, Lacan se corrige. En este texto, Lacan se corrige. L'émergence de l'analyste est un événement de dire et pas seulement un effet de l'analyse. La emergencia del analista es un acontecimiento del decir, no solo un efecto del análisis. La production d'un analyste suppose certes qu'il sache être un rebut, La, mais elle suppose encore quelque chose de plus. la producción de un analista supone, desde luego, que sepa ser un desecho, pero supone aún algo más. Elle suppose une réponse contingente de l'analysé, laquelle réponse n'est pas un produit du discours analytique. Ello supone una respuesta contingente del analizado, que no es un producto del discurso analítico. Qui est une réponse possible, mais seulement possible. Que es una respuesta posible y solamente posible. À ce que lui a dévoilé son analyse. A lo que le ha develado su análisis. Alors cette réponse, Lacan, on a donné ce que j'appelle les couleurs d'affect. Esa respuesta sobre Lacan indicó lo que yo he llamado el color del afecto. Quand il parle d'enthousiasme, de satisfaction, etc. C'est des couleurs d'affect, tout ça. Cuando él habla de entusiasmo, de satisfacción, todo eso es color de afecto. Mais d'où sort-elle, cette réponse? D'où sort-elle? D'où peut-elle sortir? Pero ¿de dónde sale esta respuesta? ¿De dónde puede salir? Je crois qu'on ne peut y parvenir que si a changé ce qui s'est écrit par le parler d'inconscient depuis la naissance pour chaque parlant. Yo creo que solo podemos llegar allí si se cambia lo que se escribió por el hablar del inconsciente desde el nacimiento para cada hablante. Ce qui s'est écrit et qui a laissé subsister le relief, je reprends cette image de Lacan, le relief propre à chaque cas d'analyse. Lo que se escribió y dejó de subsistir en el relieve propio de cada caso del analizante. C'est ce que l'on exalte maintenant sous le terme de singularité. Es lo que exaltamos ahora con el término de singularidad. Il y a deux temps du ce qui s'écrit. Hay dos tiempos en lo que se escribe. Il y a le trait premier et il y a ce qui l'efface. Tenemos el rasgo primero y lo que se borra. Ce qui l'efface en le remaniant. Eso que se borra recomponiéndolo. Qu'on le nomme rature ou pas, c'est l'effet d'interprétation. Que se lo nombre tachadura o no, eso es un efecto de interpretación. C'est un effet qui change ce qui s'est déjà écrit du désir porté par la demande de chaque analysant. Es un efecto que cambia lo que se escribió del deseo portado por la demanda propia de cada analizante. Seulement, comme dans la calligraphie, où
Lacan dit que le trait de plume, il faut pouvoir le prendre le même à tout instant pour se tenir comme agent qui le soutienne. Solamente como en la caligrafía, donde el trazo de la pluma tiene que ser el mismo en todo momento para que se erija como el agente que lo sostiene. Non, il faut pouvoir le prendre le même. C'est beaucoup plus fort. Hay que poder tomarlo de la misma manera. OK. À tout instant, pour se tenir pour agent qui le soutienne. Hay que poderlo tener de la misma manera en todo momento para que se pueda erigir como agente que lo sostiene. Eh bien, de même, pour le désir nouveau qui sous-tend l'acte analytique, Del mismo modo, para el nuevo deseo que subyace al acto analítico, il faudrait pouvoir le mettre en acte le même à tout instant debería ser posible ponerlo en acto del mismo modo en todo momento pour répondre à tous les analysants. para responder a todos los analizantes. Et ça suppose, là encore, comme pour la calligraphie, je cite Lacan maintenant, allez-y, traduisez. Y esto supone, como para la caligrafía, cito a Lacan en este momento, Ça suppose d'être détaché de tout ce qui vous raye. esto supone ser desprendido de todo lo que lo raya. Autrement dit, si je lis bien, de tout ce qui s'est écrit. Dicho de otra manera, si yo lo leo bien, de todo lo que se escribió, De toutes les aspérités de votre relief personnel. de todas las asperezas del relieve personal. Alors, ce détachement, c'est le terme qu'il faut ici, ce détachement de la singularité de ses propres cicatrices, on Entonces, conçoit qu'il soit requis de l'analyste. Entonces, este desprendimiento, este es el término de la singularidad de sus cicatrices de sujeto, concebimos que es requerido para el analista. S'il doit opérer comme objet pour des analysants si divers. Sí, él debe operar como objeto para todos estos analizantes tan variados, tan distintos. Et au fond, ce détachement, n'est-ce pas exactement ce que Freud suppose quand il exige de l'analyste ce qu'il nomme une neutralité bienveillante? Y entonces, este desprendimiento no sería exactamente lo que Freud supone cuando él exige al analista lo que él nombra la neutralidad. Celle-ci requiert en effet la mise en suspens de toutes vos options fantasmatiques personnelles. Esta que requiere en efecto la puesta en suspenso, dejar suspendidas todas las opciones fantasmáticas personales. De toutes les traces, rayures, reliefs du traumatisme originel, remanié par ce qui s'est écrit dans son analyse. Todas esas trazas, rayaduras resultantes del traumatismo original recompuesto por lo que se cambió en su análisis. Alors je termine. Le psychanalyste, dans son acte, fait certes une offre. Voy a terminar. El psicoanalista en su acto hace desde luego una oferta. Mais le désir que porte cette offre n'est pas le désir supposé à sa demande de sujet. El deseo que tiene esta oferta no es el deseo supuesto a su demanda de sujeto. Plutôt est-il ce désir, s'il est, événement de dire. Más bien es este deseo, si lo es, un acontecimiento del decir. Ainsi, grande conséquence,
la psychanalyse est livrée à la contingence. Así, y esta es una gran consecuencia, el psicoanálisis está librado a la contingencia. Contingente dans son émergence, elle le fut avec le dire de Freud. Es contingente su emergencia, lo fue con el decir de Freud. Ses suites le furent aussi avec l'apparition de Lacan. Y esas consecuencias lo son y lo serán también con la aparición de Lacan. Et elles le seront de même pour le futur. Y lo seguirán siendo incluso en el futuro. Voilà. Bueno, entonces se terminó. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar paso a las intervenciones, la discusión, preguntas. Merci beaucoup. On va donner donc la parole au public pour les interventions, les questions. Yo quisiera hacer una precisión para la traducción. Si las personas que intervienen hacen frases cortas, por favor, para poder traducir un poco más preciso. Je vais demander, s'il vous plaît, aux personnes qui vont intervenir de faire des phrases courtes, comme ça va être un petit peu plus précis la traducción. Por ahora entonces está Néstor. Alejandro, ¿puede abrir su micrófono? Le damos. Buenos días, tardes o noches. Primero que todo, pues muchas gracias a la expositora Colette. Y bueno, la pregunta sería la siguiente. Je ne vois pas la personne qui parle, personnellement. Yo tampoco. ¿Me escuchan? No vemos a Néstor. Néstor, ¿puede abrir la cámara, por favor? Ya. Sí. Ah, ya lo vi. Vale, entonces, muchas gracias. Entonces, la pregunta, cuando mencionaste lo de ese otro deseo o ese nuevo deseo. Je voudrais faire une question, Colette, à propos de ce que vous avez dit sur un nouveau désir. Sentí que el énfasis fue muy a la clínica de la neurosis. Et j'ai perçu que peut-être vous avez fait un point plutôt sur la clinique de la névrose. Entonces, ¿qué posibilidades hay de esto para la clínica en la psicosis? Quelle possibilité il y aurait donc pour un désir nouveau dans la clinique de la psychose? Je n'ai pas du tout marqué d'accent exclusif à cet égard sur le névrosé. Yo creo que no hice un énfasis específico sobre la clínica del neurótico. J'ai évoqué les embarras du névrosé avec son désir. Yo evoqué los enredos del neurótico con su deseo. Il y a des psychotiques qui ont des embarras aussi avec leur désir, et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Hay algunos psicóticos que también tienen embarazo con su deseo, pero hay unos que no lo tienen. Et donc, je crois que je n'ai pas fait du tout, je ne suis pas rentrée sur ce terrain-là. Yo creo que no hice ese énfasis y que no entré en ese terreno. Et à vrai dire, comment dire parce que la question que vous posez a un sous-entendu, hein, me semble-t-il. Porque a decir, La pues, question para de decir savoir mejor, si un psychotique peut être psychanalyste. me parece que de pronto en su pregunta hay algo subyacente y es la pregunta sobre si un psicótico podría ser analista. Non, non pas analyste au sens professionnel, mais No, le désir de l'analyste. no analista en el sentido profesional, sino sobre el deseo del analista. Bon. Eh bien, j'en sais pas plus que vous là-dessus. Sobre esto yo no sé más que usted. Et que quiconque. Y que cualquiera otro. Bon. Mais donc, je peux dire, premièrement, il est bien certain qu'il y a des sujets psychotiques qui exercent la psychanalyse. Pero bueno, sobre esto podemos decir que sí hay sujetos psicóticos que ejercen el psicoanálisis. Ça, c'est un fait. Eso es un hecho.
Et ensuite, deuxièmement, alors pas sur le plan des faits pratiques, mais sur le plan de la doctrine, je Y ne sobre, vois y, pas, y je ne vois según, pas d'argument pour dire que ce désir-là ne pourrait pas apparaître chez un sujet qui est psychotique. y segundo a esto que acabo de decir, yo diría que sobre el plano de la doctrina no hay nada que impida decir que este deseo podría bien aparecer en un psicótico. C'est bizarre d'ailleurs, dans la psychanalyse, on s'est souvent posé ce type de questions. Il y a une époque où on se demandait si les homosexuels pourraient être analystes. Es un poco raro porque en el psicoanálisis nos hemos planteado frecuentemente estas preguntas. En otro tiempo nos preguntábamos si una persona homosexual podría ser el psicoanalista. C'est un thème qui a couru dans la psychanalyse. C'est énorme, c'est énorme. Bon, Es un tema enorme que ha transcurrido en el psicoanálisis. maintenant, plus personne n'oserait s'avancer sur ce terrain, mais il reste la psychose. En este momento nadie podría pues meterse como en ese terreno. Nos queda la pregunta sobre la psicosis. Vale, gracias. Bueno, yo voy a aprovechar que mientras las otras personas se animan para ver si usted puede dar una palabra más sobre, porque usted dice, nos dice que lo escrito y la matemática son hermanas. Donc, En je el- voudrais profiter que je suis là avant que les autres personnes s'y animent. Vous avez dit, Colette, que l'écrit et les mathématiques sont sœurs. Por estar fuera del J'ai dit hermano, hein. J'ai pas dit hermano. Perdón, en español, Colette es femenino. C'est des frères. Oui. En español, Ah, c'est lo féminin. Oui. Sí, Bueno, porque Lacan utiliza este término también en relación a la verdad y al saber. Dice que Oui, son hermanos. Et Lacan, il utilise aussi ces termes par rapport au savoir et à la vérité. oui, oui. Oh ben c'est une métaphore, en fait. C'est une Ujú. image pour dire que ils ont des traits en commun. Es una imagen para decir que tienen algunos rasgos en común. Donc j'ai dit les traits en commun, j'ai dit la visée de l'universel Dije est, los rasgos comunes, est produit d'un discours, son que es produit la, d'un discours. que es la orientación hacia lo universal y que son producto de un discurso. Et le discours, lui, n'est pas universel. Y el discurso, él no es universal. Gracias. Adele tiene la palabra. Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation et pour l'exposé qui était très clair et en réponse aussi à celui d'hier. Et alors j'avais une question par rapport à cette histoire de passe unique qui m'a intéressée et par rapport à ce que Lacan aussi évoque de temps en temps quand il dit que en parlant de ses collègues, d'ailleurs d'autres institutions, que parfois ça lui suffit qu'ils soient installés et que certains s'analysent avec eux. Petit minute. Pardon, excusez-moi. Non, non, non. Donc, la question, c'est par rapport à l'histoire. Perdón. La pregunta tiene que ver con esta historia del pase único que Lacan evoca y él dice en ocasiones, hablando de colegas de otras instituciones. Oui. Donc, on peut s'analyser avec eux et en même temps, là, on a l'impression que ce désir de l'analyste, c'est pas quelque chose de si commun et si simple. Entonces, él dice que en ocasiones con los colegas de otras instituciones era suficiente con instalarse,
y que entonces se analizaba con ellos, pero el tema del deseo no estaba tan, el deseo no era lo que estaba en juego. Et du coup, je me demandais si cette face unique concernait l'analyste capable de penser la psychanalyse Entonces me pregunto si este paso único concierne al analista capaz de pensar el psicoanálisis qui écrit par rapport à hier. Voilà. que escribe con respecto a la conferencia de ayer. Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou est-ce que je réponds tout de suite? ¿Cómo vous voulez, Colette? Oui, Tomamos algunas. Diana, Oui. vamos a tomar varias. parce que souvent après ça se recoupe. En el chat, entonces, Ana Arango, ¿puede hacer la pregunta? Por favor. Diana, ella dice en el chat que no puede poner micrófono Ah, ni de acuerdo. cámara por el lugar donde está. Entonces voy a leer la pregunta que está en el chat. Quisiera saber si puede decir algo más sobre la relación entre los colores del afecto, el entusiasmo y la producción de un nuevo deseo en final de análisis. Donc, la question, c'est par rapport aux couleurs de l'affect Oui, oui. et les rapports possibles entre l'enthousiasme et la production du nouveau désir à la fin de l'analyse. Oui. Alors, finalement, il faudrait peut-être commencer à penser qu'il peut arriver à Lacan de dire des choses qui ne sont pas convergentes. Podríamos empezar diciendo que a veces pasa que Lacan diga cosas que no son convergentes Et qu'il puisse même se contredire, y que él puede incluso contradecirse, bien qu'il fasse de grands efforts pour l'éviter. aunque hace pues un gran esfuerzo para evitar. Alors, il est vrai, comme vous le disiez, Adèle, que dans le texte de l'introduction à l'édition allemande des écrits, Es verdad, Adele, como usted lo dice en el texto sobre la edición alemana de los escritos, il parle des analystes d'une façon, des analystes en général, qu'ils le suivent ou qu'ils ne le suivent pas. él habla de los analistas en general, que los sigan o no. Il ne dit pas qu'il suffit qu'ils s'installent, comme vous l'avez dit. Él no dice que es suficiente que se instalen, como usted lo dijo. Il dit il suffit qu'ils se posent comme tels. Él dice, es suficiente con que ellos se ubiquen como tal. Et qu'il y en ait qui s'analysent avec eux. Y que hay quienes se analizan con ellos. Voilà. Là, il nous parle du praticien, Aquí él nos está hablando del practicante, de l'analyste praticien dans les cures. Bon. del analista practicante en las curas. Et évidemment, en disant ça, on peut en conclure déjà qu'il n'y a pas besoin de désir de savoir. Y entonces, pues con respecto a esto, uno puede concluir que no es necesario un deseo de saber. Pour exercer, ce qui est tout à fait certain. Hein. Là, Para, je ne discute pas, ça me paraît évident. para ejercer, eso ni siquiera se pone en discusión, yo no lo dudo. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir un désir de savoir et peut-être pas même besoin d'avoir un désir très distinct, un désir d'analyste différent de n'importe quel praticien des psys. Que no hay un deseo de saber o un saber particular para hacer una práctica profesional como cualquiera. Voilà. Là, il s'agissait du pratiquant. Aquí se trataba entonces del practicante. Puis il y a d'autres textes. Il y a la lettre aux Italiens. Il y a télévision. Hay otros textos como la carta a los italianos, televisión. Là où il compare l'analyste au saint d'autrefois.
Aquí él compara al analista con el santo de otro tiempo, de otra época. et où il dit il faudrait qu'il y en ait plus que quelques-uns. Él decía, sería necesario que hayan algunos, que no haya solo algunos. Oui, pas, non solo algunos, c'est bien. No Oui, solo oui. algunos. Ouais. Alors là, ça, c'est autre chose. Là, c'est il faudrait qu'il y en ait plus que quelques-uns. Pourquoi? Pour que la psychanalyse ait une chance de survivre. Entonces aquí es algo diferente porque él está diciendo que es necesario que hayan algunos para que el psicoanálisis perviva. Et ça implique que le praticien, l'analyste praticien, ne suffit pas pour assurer les conditions de la survie de la psychanalyse. Y esto implica entonces que el practicante, solo el practicante, no garantiza la sobrevivencia del psicoanálisis. Donc, il a ces deux idées-là qui effectivement ouvrent des perspectives différentes. Hein. Il y en a. Él tiene estas dos ideas que abren entonces perspectivas diferentes. Et il faut garder les deux. Hein. Moi, je crois qu'il y a du vrai dans les deux. Il y a à apprendre dans les deux. Hay que tomar las dos, hay que conservar las dos porque hay algo de cierto en ambas. C'est indépendant de la question de savoir si la passe est unique ou pas unique. Hein, Y esto es independiente de saber si el pase es único o no. Alors, les couleurs de l'affect. Pourquoi j'ai appelé ça les couleurs? Parce que Lacan désigne, c'est dans la lettre aux Italiens d'abord, très clairement, après dans la préface, il désigne comme déterminante concernant la présence ou non-présence du désir de l'analyste. Hein. Bueno, entonces ahora sobre el color del afecto. Esto hay que tomarlo básicamente en el prefacio, porque Lacan toma los colores del afecto como determinantes del fin o del no fin. Non, non, non. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis même le contraire. Ce ne sont pas les couleurs de l'affect qui sont déterminantes. Ce qui est déterminant, Perdón. oui, No son los colores del afecto, discúlpenme, no son los colores del afecto, los que son determinantes. ce qui est déterminant, c'est une réaction du sujet à ce qu'il a découvert. Lo que es determinante es una reacción del sujeto sobre eso que él ha descubierto. Du destin du parlant avec un inconscient, disons. Hein? De lo que él ha descubierto del destino de un hablante con un inconsciente. Une réaction qui soit une réaction qu'on va dire positive. Sería, podríamos decir, una reacción positiva. Le contraire, au fond, de ce que Freud a appelé la réaction thérapeutique négative. Que es lo contrario de lo que Freud llamó la reacción terapéutica negativa. Une réaction qui valorise ce qui est découvert, bien que ce qui est découvert ne soit pas agréable. Es una reacción que valoriza eso que es descubierto, aunque precisamente eso descubierto no sea agradable. Être un rebut, c'est pas spécialement agréable. Ser un desecho no es especialmente agradable. Et donc, ce qui est important, c'est la réaction. Lo que es importante aquí es la reacción. Une réaction qui valorise la découverte faite. Una reacción que valoriza la descubierta, el descubrimiento realizado. Alors, j'appelle couleur d'affect, c'est moi qui ai mis ce terme couleur d'affect. Entonces yo llamo a esto color de afecto, yo fui la que puso este término. Pour désigner le nom qu'il donne à ces deux réactions. Para nombrar eso que él nombra de esas dos reacciones. Il dit d'un côté enthousiasme.
De un lado él dice entusiasmo et de l'autre satisfaction. y del otro satisfacción. Ça, c'est la couleur d'affect de la réaction positive. Ese es el color del afecto de la reacción positiva. Mais ce qui compte, c'est la réaction positive. Pero entonces lo que cuenta es la reacción positiva. Je ne sais pas si je réponds à la question posée, mais No sé si respondo la pregunta, pero bueno. Vicente Rueda. Hola, un saludo a todos. Encantado de escucharla. Pues, usted habla sobre el final de análisis y ha dicho una frase que me ha llamado la atención, que es, bueno, así la he interpretado yo, que Oui. es desprenderse del objeto del plus de goce. Bueno, donc, merci Non. Colette, vous avez parlé de, Ça. il y a une phrase, vous avez parlé de la fin de l'analyse, il y a une phrase qui a attiré mon attention, c'est à propos de se détacher de l'objet. Je ne crois pas avoir mis un accent là-dessus. Enfin, continuez votre question peut-être. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que leyendo Lacan, también dice que el goce, o así lo interpreté yo, como algo necesario para que el sujeto, en cierta manera, pueda soportar la vida. Algo del goce que está en nuestras vidas. Donc, je me pose ces questions par rapport à ce que on lit chez Lacan, au moins comme je l'ai interprété, c'est que la jouissance, elle est nécessaire pour supporter quelque chose de la vie. Por eso, en el reverso del psicoanálisis, Et c'est pour cela que dans les revers de la psychanalyse, nos dice, con respecto al goce, que empieza en las cosquillas y puede acabar en la parrilla. Es decir, como si fuera un problema de cantidad en el sujeto sobre él. Il dit dans les revers de la psychanalyse à propos de la jouissance que ça chatouille, je crois qu'on dit comme ça, et puis que ça peut terminer dans les fourneaux, je ne sais pas si on dit ça. La grillade. Dans la grillade, voilà. Il pensait aux gens qui s'immolent par le feu. Con esta expresión de la parrilla estaba pensando en las personas que se inmolan con el fuego. Ya, yo lo interpretaba como el tema del goce. Moi, je l'interprétais au sujet de la jouissance. Que se puede entrar en una especie, por ejemplo, de juego. Que nous fait rentrer dans une espèce de jeu. Y puede acabar en una tragedia, por ejemplo, ¿no? Et ça pourrait finir dans une tragédie, par exemple. Oui. Entonces, mi pregunta es... Donc, ma question, c'est si à la fin de l'analyse chez un sujet, con respecto al goce, par rapport à la jouissance, comment cela finit, comment cela termine. El sujeto sabe ser objeto. Quand vous disiez le sujet sait être objet, ¿Cómo interpretarlo? Comment on pourrait l'interpréter? Il faut distinguer vraiment quand on parle de la jouissance. Hay que distinguir cuando hablamos del goce. Et quand on parle de sa forme élaborée sous la forme d'un plus de jouir. Y cuando hablamos de ella como en una formulación como plus de gozar. Et au fond, sa forme élaborée comme plus de jouir, bon, il la formule à des dates assez tardives, mais on peut rétroactivement voir que c'est déjà inscrit dans le fantasme. Entonces, cuando él lo formula de esta manera como plus de goce, él lo hace de una manera un poco tardía, pero si lo leemos retroactivamente podremos ver que eso ya estaba antes. Et donc, la question
n'est pas des scénarios de jouissance que les humains peuvent inventer. El asunto no es sobre los escenarios de goce que los humanos se pueden inventar. Là, on a affaire dans l'analyse à quelque chose qui passe dans la parole, par la parole, Aquí tenemos más ordonné bien, par le langage. aquí tenemos más bien una situación de lo que pasa en el análisis y que pasa por la palabra en el análisis. Donc, la question qu'on a pour la fin de l'analyse, c'est qu'en est-il après l'analyse du rapport du sujet à son objet fantasmatique? Entonces, sobre esta pregunta en el final del análisis, la pregunta es esa: ¿qué queda de esa relación del sujeto con respecto al objeto al final del análisis, Son objet fantasmatique. a su objeto fantasmático? Il est censé avoir pris un aperçu, une vue, parce que l'objet fantasmatique, il fonctionne dès le début de la vie pratiquement. Aquí Mais le sujet ne le sait pas. Aquí suponemos que al final del análisis es posible que él tenga un atisbo, un atisbo de ese objeto, porque ese objeto se pone en juego desde el origen de la vida, desde el nacimiento. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, cet objet fantasmatique est désactivé. Pero esto no quiere decir que ese objeto fantasmático sea desactivado. C'est même assez probable que ce n'est pas le cas et qu'à regarder autour de soi pour Eh, voir que ce n'est pas le cas. Es muy probable que eso sea así, solamente tenemos que mirar pues alrededor de nosotros para ver que así es. Voilà, donc quel terme j'avais employé? Vous dites que j'avais employé le terme Detachement peut-être? Usted dijo, Vicente, desprenderse. c'est pas le détachement, c'est Desprender del sujeto del plus de goce. c'est que l'interprétation opère une coupure entre S barré et A. Lo que ocurre es que la interpretación opera un corte entre el S barrado y el A. Mm. Et donc, ça fait apparaître en quelque sorte l'objet. Y esto hace aparecer de alguna manera el objeto. Après, la désactivation de sa puissance de jouissance, ça c'est autre chose. La desactivación de su poder de goce, pues eso sí ya es otra cosa. Mm. Pero entonces la pregunta sería de el nuevo sujeto, o el sujeto que ha hecho el pase. Entonces, donc la question serait sur le nouveau sujet, le sujet qui fait la passe. ¿Cómo sería su manera de satisfacerse o de satisfacción? Quelle serait sa façon de se satisfaire, sa nouvelle satisfaction? Comme dit Lacan, le solde cynique est permis. Como dice Lacan, el saldo cínico es admitido, es permitido. Il y a pas de... C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre de façon générale à cette question. No podemos contestar de manera general a esta pregunta. On peut dire de manière générale que dans une analyse, Pero de manera general podríamos decir que en un análisis l'objet du fantasme peut être et doit être cerné. el objeto del fantasma debe y puede ser cernido. Sa valeur de jouissance au-delà de ce moment-là, su valor de goce más allá de ese momento, on ne peut pas la dire de façon générale. no se puede decir de manera general. C'est du un par un. Es ahí uno por uno. No, eso sí, no, yo decía si podía ser como una sublimación. Je disais si ça pourrait être une sublimation. Je ne pense pas. Personnellement, personalmente no lo pienso. Así. Bien, gracias. Vamos a darle la palabra a Roser. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Colette. Aunque he llegado un poco tarde, pero le quería hacer una pregunta en relación al pase único. Me paro un momento para la traducción.
Yo no sé si es mi conexión o no se escucha bien, Rosel. Non, on n'entend pas très bien, ça Non. résonne. Ah, ok. Mm. Voilà, je pense que el ¿Me deuxième oís? question, Rosero, sí la escuchamos, pero entrecortado. No sé, es la conexión que tengo. Lo intento, ¿vale? Sí, Mi pregunta referida a lo que planteaba Colette, bueno, que decía sobre el pase siempre recomenzado, ligado a los saberes, bueno. Pero mi pregunta ma es question- esta afirmación. Ah, perdón. Oui, donc ma Pardon. question, c'est par rapport à la passe que Lacan dit et que Colette, elle répond sur la passe que recommence toujours. Pero mi pregunta va más bien referida a lo que plantea que si un pase ha fallado es irreversible, ¿no? Mais je voudrais Y entonces plutôt le faire ma question, mais je voudrais plutôt faire ma question sur la passe ratée Mhm. Sí, qui sobre est esto, si podría... irréversible. Ah, César. Entonces, si podría desarrollar, por favor, un poco más esto, porque es una afirmación. ¿Qué quiere decir esta irreversibilidad? ¿Va ligada al deseo inédito? No, no sé. Puedo formular la pregunta de esta manera. Si usted lo podría desarrollar un poco más, porque... Perdón. La phrase de Lacan, c'est... Et Colette, si vous me permettez, je vais juste finir en espagnol, en français pour Ah les oui, gens qui d'accord. sont là. Oui. Donc, vraiment, la question, c'est par rapport à la passe ratée qui est irréversible. Donc, si cela a un rapport ou pas avec les désirs inédits et s'il y a un rapport ou pas. Voilà. La phrase de Lacan, c'est « Heureux les cas où passe raté, ça laisse de l'espoir. Et Colette, est-ce que vous pouvez répéter? Heureux les cas où passe Heureux. raté, ça laisse de l'espoir. » Ah, bon. En algunos casos, el pase fracasado deja esperanza, hace esperanza, permite esperanza. Heureux cas, Est-ce que vous pouvez traduire les premiers mots que je ne comprends pas, Colette? heureux, c'est le bonheur, hein, c'est... Ah, sí, claro, feliz. Oui, feliz, felices. Mhm. Felices los casos fracasados dejan de la espera. Ah, ok, entonces sería felices los casos fracasados que dejan la espera, que Qu'est-ce que permiten ça la veut espera. dire? No, Ça perdón. ça veut dire, quiere decir, que si votre analyse continue parce qu'elle n'est pas arrivée au moment de la passe irréversible, Quiere decir que si su análisis continúa porque no ha llegado al pase irreversible, alors vous avez encore des chances d'y arriver. entonces usted todavía tiene chance de llegar. Bien. Tandis que Mientras que, si vous êtes arrivé à vous instituer comme analyste, pero mientras que si usted ha llegado a instituirse como analista, non par le processus de votre analyse, no por su proceso de análisis, mais parce que une autorité vous a dit tu es analyste, sino porque una autoridad le ha dicho, usted es analista, alors il n'y a plus d'espoir. entonces Voilà aquí son ya idée. no, entonces aquí ya no hay nada que esperar. Bien. Muchas gracias porque aclara muy bien el asunto. Gracias. Merci, vous éclairci l'affaire. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Dominique. Merci Colette, encore une fois. Mhm. Je voudrais On faire une... voit pas Dominique. Comment? Yo no lo veo. Moi, je le vois, oui. Ah, bah voilà. Aquí ya lo veo. Mm. Voilà, je voulais faire d'abord une remarque.
Yo quisiera hacer primero un señalamiento pour vérifier que j'ai bien entendu. para verificar que entendí bien. Le point ultime, c'est pas la singularité. C'est pas atteindre la singularité. El pase último no es alcanzar la singularidad. Non. J'ai même trouvé Est-ce que tu peux répéter les mots que tu as dit, Dominique? Pardon, excuse-moi que je n'ai pas compris peut-être. que le résultat, le point ultime El punto último del proceso du processus analytique, ce n'est pas d'atteindre la singularité. el punto último del proceso analítico no es alcanzar la singularidad, Mais que pour que cette contingence d'un désir nouveau ait lieu, pero para que esta contingencia de un deseo nuevo tenga lugar, il faut encore aller au-delà hay que ir aún más allá et se séparer de cette singularité. y separarse de esa singularidad. Du coup, je me disais que ce désir nouveau et cet analyste Entonces yo me decía que este deseo nuevo de este analista a quelque chose d'un petit peu japonais, tiene algo un poco japonés, puisque c'est plus sur l'unarité, tout ce qui fait porque no es más sobre lo unario, lo que él hace, son jeu, sa libido, son objet, son plus de jouir, su juego, su libido, su más de goce, su plus de goce, qui est un jeu dans l'acte analytique qu'il soutient. qui está en juego en el acto analítico que él sostiene. Oui, oui. Voilà, c'était juste une remarque. Oui, d'accord. Oui, c'est- Entonces yo hago este señalamiento. Parce Bah, qu'on idolâtre beaucoup la question de la singularité, je trouve. Porque se idolatra mucho la cuestión de la singularidad, me parece a mí. oui, là, je suis en sympathie avec votre réserve parce que Sí, claro, yo simpatizo con su reserva. je vais parler à la journée d'école et à la convention pour dire que non, on ne place pas la singularité là où il faut. Et qu'en Y plus, lo on voy la a- saisit mal. On la saisit Y, mal. Donc, y lo voy a decir en la convención, en el encuentro de escuela, que ubicamos mal la singularidad. la singularité, ça n'est pas une valeur en soi. La singularidad no es un valor en sí misma, C'est un destin d'abord. es primeramente un destino. Et la singularité, vous savez, ça va des monstres aux grands héros. Et puis avec au milieu, tout le monde est singulier en réalité. Entonces la singularidad va desde un monstruo hasta un héroe y en la mitad pues todo el mundo, todos son singulares. Donc, il y a une perspective qui me semble, il faudrait recadrer sur la place de la singularité dans la psychanalyse. Entonces me parece que hay una perspectiva que hay que reencuadrar en la perspectiva psicoanalítica sobre la singularidad. On va avoir l'occasion d'en reparler. Seguramente vamos a tener la ocasión de volver a hablar sobre esto. Merci. Entonces nos tienen que decir lo que digan en la Convención Europea. Oui. Il faut nous dire ce que vous allez parler dans la Convention. Bah, je vais parler de ça. Muy bien, entonces yo pienso que podemos terminar aquí por hoy. Sin Donc, antes, on va finir ici pour aujourd'hui. sin antes desde el foro de Pereira renovar nuestros agradecimientos a Colette Soler Et donc, Colette Soler, le Forum de Pereira vous remercie por haber aceptado esta invitación a nuestro ciclo de psicoanálisis y escritura, d'avoir accepté notre invitation au cycle de psychanalyse et écriture, por su generosidad y esfuerzo en el trabajo de transmisión. On vous remercie pour votre générosité et votre effort dans le travail de transmission, que por seguro va a relanzar nuestro trabajo también. et que sans doute va relancer les nôtres.
Mm. Agradecemos igualmente a los colegas que nos acompañan de todos los continentes On por su remercie, participación. on remercie aussi à tous les participants, les collègues qui ont assisté de partout pour votre contribution, votre participation. Gracias al comité de traducción, que hay un trabajo detrás también de ello muy importante. Et on remercie aussi la commission de traduction puisqu'il y a un travail important. Mm. Los invitamos al próximo ciclo, al 8º ciclo de conferencias con el invitado Christian Fierens. On voudrait vous inviter aussi au 8e cycle de conférences de psychanalyse et écriture. On sera avec Christian Fierens. El próximo 26 de agosto, y cuyo tema es leer en psicoanálisis. Lire en psychanalyse. Christian Fierens sera avec nous le 26 août. Mm. Et son thème de travail, c'est lire en psychanalyse. Mm. Igualmente, el próximo 11 y 12 de agosto los invitamos a acompañarnos Également, les prochains mois d'août, le 11 et le 12, en el marco de RIMNA, nous serons invités dans le cadre de RIMNA, les réseaux de psychanalyse avec enfants et adolescents. Con nuestra invitada y colega del Foro de Sao Paulo, Brasil, Beatriz Oliveira. Nous accueillerons notre collègue du Forum de Sao Paulo, Beatriz Oliveira, para trabajar la cuestión de la angustia, cómo hacerla hablar, como preámbulo al trabajo del próximo año. Elle va travailler sur l'angoisse, comment la faire parler dans le cadre aussi du rendez-vous international 2024. Esta será una actividad híbrida, presencial y también con posibilidad de conexión por Zoom. Et cette activité sera en présentiel, mais nous aurons aussi la possibilité de travailler par Zoom pour ceux qui sont intéressés et ils ne sont pas en Colombie. Ok, muchísimas gracias y hasta la próxima. Voilà, merci beaucoup et donc à la prochaine. Merci Colette. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, Colette quiere decir algo más. Ben, à mon tour, je veux remercier d'abord les collègues qui m'ont invité et ceux qui étaient là pour écouter. En principio, pues quiero agradecer a los colegas que me invitaron y obviamente a los que estuvieron aquí. Mais je voudrais dire aussi que quand même, je regrette beaucoup le temps où, quand la Colombie m'invitait, je venais en Colombie. Y pues lamento mucho el tiempo porque cuando me invitaban a Colombia, yo iba a Colombia. Et je comprends que ce temps est fini, que maintenant on va toujours être sur Zoom parce que c'est moins cher, c'est moins fatigant, parce que. Donc, yo lo lamento, pero me imagino que nos vamos a quedar así un poquito con Zoom porque es más barato, es más económico y por muchas otras razones. Et on n'y réfléchit pas assez, je pense. Creo que no hemos reflexionado suficientemente sobre esto. On profite de l'instrument sans y penser. Très bien. Obviamente aprovechamos este instrumento sin pensarlo mucho. Et je crois que ça ne peut pas ne pas avoir d'effet à long terme sur la communauté. Y esto sin duda tendrá algún efecto sobre la comunidad. Avec le temps. Con el tiempo. Ceci dit, vous me diriez de venir maintenant en avion, je dirais, oh ben non, c'est trop fatigant. Ah ben voilà, porque je suis la iba a invitar. Bien la contradiction où chacun d'entre nous se trouve. Bon. Entonces, Colette habla de la contradicción en la que nos encontramos, porque si la invitáramos a venir a Colombia, hubiera dicho, no, es muy fatigante, y esta es la contradicción. Y yo aprovecho para decirle, pues, que ya la íbamos a invitar, o sea, si viene. Claro, yo ya estaba lista a decirle.
on était déjà prête, Colette, à vous dire de revenir à Pereira. Oui, oui, mais la prochaine fois, la prochaine fois. La prochaine. Ah. Je vous dis au revoir à tous. Voilà.